La fourchette de Jennifer tinta contre son verre de vin à exactement 9h30, exigeant l'attention comme la princesse capricieuse qu'elle avait toujours été. Tout le monde, j'aimerais porter un toast à ma chère belle-mère, Dorothy, qui vient de nous annoncer la merveilleuse nouvelle qu'elle est de nouveau au chômage après avoir quitté son emploi pour des raisons de santé. Sa voix dégoulinait d'une fausse douceur alors qu'elle mimait des guillemets avec ses doigts, ses ongles parfaitement manucurés captant la lumière des bougies. Qu'est-ce que ça fait d'être une ratée complète à ton âge? Toute la table resta silencieuse. Les collègues de mon fils Michael et leurs épouses fixaient leurs assiettes, faisant semblant de ne pas avoir entendu ce qu'elle venait de dire à une femme de 64 ans qui avait enterré son mari il y a 2 ans. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Je posai mon propre verre de vin avec une attention particulière, ma main aussi ferme que celle d'un chirurgien. Eh bien, Jennifer, dis-je, ma voix aussi calme que le café du matin. J'imagine que ça fait à peu près la même chose que d'apprendre que tu vas être expulsé de la maison dans laquelle tu vis sans loyer depuis 3 ans. Je fis une pause, laissant cette information s'infiltrer avant d'asséner le coup de grâce. Parce qu'à partir de demain, toi et Michael avez 30 jours pour trouver votre propre logement. Le visage de Jennifer passa d'une satisfaction suffisante à un blanc cadavérique en moins de 2 secondes. De quoi parles-tu? Je parle du fait que cette maison, celle que tu as redécorée avec tant d'enthousiasme, celle que tu as appelée la nôtre dans tes petits posts sur les réseaux sociaux, m'appartient, pas à Michael. À moi. Je souris doucement, la même expression qu'elle portait quelques instants auparavant. Ce qui est amusant avec les registres fonciers, c'est qu'ils sont publics. Michael laissa tomber sa fourchette avec un bruit métallique. Maman, quoi? Oh, mon chéri. Ta femme ne t'a pas dit quand tu n'as pas pu obtenir le prêt immobilier à cause de tes prêts étudiants? J'ai acheté cette maison cash. Tes noms ne sont pas sur l'acte de propriété. Ils ne l'ont jamais été. Je me levai, lissant ma robe bleu marine. Jennifer, tu as été particulièrement désagréable ce soir. Alors, laisse-moi être parfaitement clair. Tu as exactement 30 jours pour emballer tes affaires et trouver un autre endroit où vivre. Je te suggère de commencer à chercher des endroits que tu peux réellement te permettre avec ton salaire d'instructrice de yoga à temps partiel. La bouche de Jennifer s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Autour de la table, les collègues de Michael étaient soudain très intéressés par leurs assiettes de dessert, bien que je puisse voir les sourires à peine dissimulés. Personne n'aimait beaucoup Jennifer. Elle avait le don de s'aliéner les gens. Tu ne peux pas nous jeter dehors comme ça, finit-elle par balbutier. En fait, je peux. Ça s'appelle être propriétaire, ma chère. Cherche sur Google. Je ramassai mon sac à main et mon châle. Merci pour cette agréable soirée, tout le monde. Michael, nous parlerons demain quand tu auras eu le temps de digérer ça. Jennifer, je commencerai à consulter les annonces d'appartements si j'étais toi. Le marché locatif est brutal à cette période de l'année. Et sur ce, je sortis de ma propre salle à manger, laissant derrière moi une femme qui venait d'apprendre que le karma, tout comme le bon vin, se savourait de préférence à la température idéale. Le lendemain matin, j'étais assise dans ma véranda avec du café et le journal, attendant l'inévitable coup de fil. Il arriva à 7h15, comme prévu. Maman, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? La voix de Michael était tendue, épuisée. Je pouvais l'imaginer faire les 100 pas dans la cuisine de ma maison, passant ses mains dans ses cheveux comme il le faisait depuis qu'il avait 5 ans et qu'il avait des ennuis. Du calme, Michael, et je pense que tu sais exactement ce qui s'est passé. Ta femme a décidé de m'humilier devant une salle remplie d'étrangers. Alors, je lui ai rappelé sa place dans le monde. Tu ne peux pas nous expulser de chez nous. Ce n'est pas chez vous, mon chéri. Ça ne l'a jamais été. Je posai ma tasse de café avec un calme délibéré. Tu te souviens il y a 3 ans quand toi et Jennifer cherchiez des maisons. Tu étais tellement excité par cette petite maison de tutor sur Maple Street, mais la banque n'a pas approuvé ton prêt immobilier à cause de tes dettes d'études. Silence à l'autre bout du fil. Tu te souviens comment j'ai proposé d'aider? Comment j'ai dit que je trouverais une solution, continuai-je. Ce que tu ne sais pas, c'est que je n'ai pas co-signé un prêt, Michael. J'ai acheté cette maison cash. 420 000 $ provenant de l'assurance vie de ton père. Mais les paiements hypothécaires sont ce que tu me verses en loyer. Chaque mois pendant 3 ans, tu m'as versé un loyer, pas une banque. La maison est à moi, Michael. Elle a toujours été à moi. Je laissai cela s'infiltrer pendant un moment.
Je l'ai mise à mon seul nom parce que je voulais protéger mon investissement. Une décision intelligente, en fin de compte. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de la colère, mais une véritable confusion. Mon fils, malgré tous ses défauts, n'était pas cruel comme sa femme. Il était juste faible. Et la faiblesse pouvait être pardonnée. La cruauté, non. Parce que je voulais que tu aies l'impression de te tenir sur tes deux pieds. Je voulais que tu aies de la dignité. De la fierté dans tes réalisations. Ton père et moi avons toujours dit que nous vous aiderions, vous les enfants, sans vous faire sentir impuissants. Je fis une pause. Mais la dignité et la fierté se gagnent, Michael. Elles ne peuvent pas être données, et elles ne peuvent certainement pas être achetées. Jennifer dit que tu es vindicative. Jennifer dit beaucoup de choses. La plupart d'entre elles ont à peu près autant de valeur que ses certifications de yoga. Je laissai le sarcasme dégouliner un peu. Michael avait besoin de l'entendre, même s'il n'était pas encore prêt à l'accepter. C'est ma femme, maman. Oui, elle l'est. Et je suis ta mère. Mais il ne s'agit pas de choisir un camp, mon chéri. Il s'agit de respect, de décence humaine fondamentale, du fait que ta femme pense qu'il est acceptable de traiter ta mère de 64 ans de ratée devant une salle remplie de gens. La ligne resta silencieuse pendant un long moment. Quand Michael reprit la parole, sa voix était plus faible, plus jeune. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux que vous trouviez votre propre logement. Obtenez votre propre prêt immobilier. Construisez votre propre vie sans m'utiliser comme un filet de sécurité dont vous pouvez abuser. J'adoucis légèrement mon ton. Michael, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne serai pas traité comme un paillasson dans ma propre maison par une femme qui n'a jamais travaillé une journée entière de sa vie. Et si nous ne trouvons pas d'endroit dans 30 jours, alors tu trouveras une solution. Tu as 35 ans, Michael. Il est temps d'agir comme tel. Jennifer se présenta à ma porte à 14 h le lendemain après-midi, vêtue d'une tenue de sport de créateur et portant un bouquet de fleurs de supermarché. La routine de l'offrande de paix. Je l'avais déjà vue. Dorothy, il faut qu'on parle. Elle me poussa dans le hall sans attendre une invitation, son corps tonifié par le yoga bougeant avec la démarche confiante de quelqu'un qui n'avait jamais subi de véritables conséquences pour ses actions. Faites comme chez vous, dis-je en refermant la porte derrière elle. Elle posa les fleurs sur la table d'entrée et se tourna vers moi, son expression étant un mélange calculé de remords et de détermination. Je veux m'excuser pour hier soir. J'ai dépassé les bornes. Oui, tu l'as fait. J'ai été très stressé ces derniers temps. Mon studio ne marche pas bien, et avec les fêtes de fin d'année et tout. Elle laissa l'excuse planer dans l'air comme une mauvaise odeur. Ton studio de yoga qui est en lancement depuis 2 ans maintenant. Je levai un sourcil. Celui qui n'a jamais eu de client payant. Le calme parfait de Jennifer se fissura un peu. Il faut du temps pour se constituer une clientèle. Je suis sûr que oui. Dis-moi, combien d'argent toi et Michael avez-vous investi dans ce projet d'entreprise? Un chiffre approximatif. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Fais-moi plaisir. Elle se tortilla mal à l'aise, ses baskets de créateur grinçant sur le parquet. Peut-être 15 000. Pour le matériel, le marketing, l'assurance. J'acquiesçai pensivement. 15 000 $ dans une entreprise qui ne génère aucun revenu tout en vivant gratuitement dans une maison d'une valeur d'un demi-million de dollars. Je la dépassai en marchant vers la cuisine, la forçant à me suivre comme une suppliante. Jennifer, sais-tu ce que je faisais comme travail avant de prendre ma retraite? Vous étiez comptable ou quelque chose comme ça. J'étais enquêtrice financière certifiée pour l'IRS pendant 32 ans. J'étais spécialisée dans le suivi des dépenses d'entreprises frauduleuses et des revenus non déclarés. Je remplissais la bouilloire d'eau, mes mouvements délibérés et calmes. Alors, quand tu me dis que ton studio de yoga n'a pas de clients payants, je trouve cela curieux parce que, selon tes publications sur les réseaux sociaux, tu as donné des cours privés dans des maisons très chères dans des quartiers très riches. La couleur quitta le visage de Jennifer. Ce ne sont que des amis qui m'aident à m'entraîner. Des amis qui te paient en espèces. Au noir, revenus non déclarés. Je me tournai vers elle, m'appuyant contre le comptoir. Combien d'espèces, Jennifer? Une estimation approximative. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que si.
Je pense que tu as une très belle petite entreprise clandestine, enseignant le yoga à des femmes au foyer ennuyées qui paient des tarifs premium pour la commodité de ne pas avoir à se rendre dans un studio. Je pense que tu as gagné pas mal d'argent, en fait. Tu ne le déclares tout simplement pas. Les mains de Jennifer tremblaient maintenant. Vous ne pouvez rien prouver. Vraiment? Votre téléphone est équipé d'un suivi GPS. Votre voiture est équipée d'un suivi GPS. J'ai 32 ans d'expérience dans la traque des fraudeurs fiscaux. Et vous avez la sophistication technologique d'une adolescente. J'ai souri agréablement. De plus, vos clients publient des informations sur leurs séances sur leur propre compte de médias sociaux. Ils vous identifient, Jennifer. Ils vous remercient par votre nom. Ils mentionnent même combien ils aiment leur instructeur privé. Elle s'est enfoncée dans l'une des chaises de ma cuisine, abandonnant toute prétention. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous compreniez que je ne suis pas une vieille femme impuissante que vous pouvez malmener. Je ne suis pas votre paillasson, et je ne suis pas votre source de revenus. J'ai versé de l'eau chaude sur des sachets de thé, un geste domestique en contradiction avec l'acier dans ma voix. Je veux que vous sachiez que si vous me parlez encore une seule fois comme vous l'avez fait hier soir, je ne me contenterai pas de vous mettre à la porte de ma maison. Je déclarerai vos revenus non déclarés à l'administration fiscale avec des preuves à l'appui. Vous ne me provoquerez pas. Michael est apparu seul à ma porte ce soir-là. Son visage était tiré, épuisé, comme celui d'un homme qui avait passé la journée à avoir des conversations très difficiles. Jennifer m'a parlé de votre conversation d'aujourd'hui. Il s'est affalé dans le fauteuil du salon que son père occupait autrefois, paraissant plus âgé que ses 35 ans. Vous a-t-elle parlé de ses activités au noir? Elle a dit, vous menacez de la dénoncer à l'administration fiscale pour quelques cours de yoga. Je me suis installé dans mon propre fauteuil, observant le visage de mon fils. Quelques cours de yoga qui génèrent des revenus non déclarés, c'est de la fraude fiscale, Michael. Ce n'est pas un hobby quand on facture $75 de l'heure. Sa tête s'est redressée brusquement. $75 de l'heure. Vous ne le saviez pas? J'ai gardé ma voix douce. Inutile d'enfoncer le couteau. Michael commençait enfin à voir ce qu'était réellement sa femme. Elle donne 6 à 8 séances privées par semaine depuis 1 an. Cela représente près de $24 000 de revenus non déclarés. Michael est resté silencieux pendant un long moment, faisant le calcul dans sa tête. Elle m'a dit qu'elle ne gagnait presque rien. Que son entreprise était en train de faire faillite. L'entreprise qu'elle a déclarée sur ses impôts est en train de faire faillite. L'entreprise qu'elle dirige réellement est assez prospère. J'ai pris mon thé, lui laissant le temps de digérer l'information. Michael, à quand remonte la dernière fois que tu as vu le compte bancaire de Jennifer? Nous avons des comptes séparés. Elle a dit que c'était mieux pour bâtir le crédit de son entreprise. Des comptes séparés. Bien sûr. Je commençais à comprendre toute l'histoire maintenant, et c'était plus laid que je ne l'avais pensé. Mon chéri, assieds-toi. Nous devons parler de certaines choses. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai expliqué à mon fils la réalité de son mariage. Les revenus cachés, la fraude fiscale, le fait qu'il ait vécu de son salaire d'enseignant pendant que sa femme mettait de l'argent de côté dans des comptes dont il ne savait rien. J'ai l'impression d'être un idiot, a-t-il fini par dire. Tu n'es pas un idiot. Tu es confiant. Il y a une différence. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Mais Michael, tu dois comprendre que ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit d'une malhonnêteté fondamentale. Ta femme te ment sur ses revenus depuis plus d'1 an. Que dois-je faire? Ce n'est pas à moi de décider. Tu es un adulte. Je me suis levé, signalant la fin de notre conversation. Mais quoi que tu décides, tu as 26 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre. Ce délai ne change pas. Et si Jennifer et moi nous arrangeons? J'ai regardé mon fils. Vraiment? Je l'ai regardé. Il espérait encore un conte de fées, croyant encore que l'amour pouvait tout vaincre. Peut-être le pouvait-il, mais pas avec Jennifer. Alors vous vous arrangerez dans votre propre maison avec votre propre hypothèque en utilisant votre propre argent et le sien. Tout cela. Déclaré aux autorités compétentes. J'ai embrassé son front. J'ai dit, comme je le faisais quand il était petit, et que le monde était plus simple. 26 jours, Michael, je le pense. 3 jours plus tard, Jennifer a commis sa deuxième erreur. Elle a ramené des renforts.
J'étais dans mon jardin en train d'ébarber les dernières roses d'hiver lorsqu'une BMW noire s'est garée dans mon allée. Jennifer est sortie, suivie d'une femme plus âgée vêtue d'un tailleur coûteux qui marchait avec la démarche assurée de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'elle veut. Dorothy, voici ma mère, Patricia Caldwell, a annoncé Jennifer comme si elle présentait la royauté. Patricia Caldwell était tout ce à quoi Jennifer aspirait, parfaitement soignée, des vêtements de marque, et rayonnant le genre de droit qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non. Elle a regardé ma modeste maison de plein pied comme on pourrait regarder un insecte au microscope. Madame Patterson, je pense qu'il y a eu un malentendu. Sa voix avait l'autorité nette de quelqu'un habitué à gérer des personnes de moindre importance. Jennifer a expliqué la situation, et franchement, je pense que vous êtes déraisonnable. J'ai posé mon sécateur et enlevé mes gants, prenant mon temps. Et quelle situation serait-ce, Madame Caldwell? Cette histoire d'expulsion est absurde. Jennifer et Michael vivent ici depuis 3 ans. Ils ont des droits. Ils ont les droits de locataires dont je choisis de ne pas renouveler le bail. Le sourire de Patricia était tranchant comme une lame. En fait, ils ont les droits de membres de la famille qui contribuent à ce foyer depuis des années. Jennifer entretient cette propriété, l'améliore, investit son temps et son énergie pour en faire un foyer. Ah, c'était donc là l'angle qu'ils essayaient d'adopter. La plus-value en travail, les améliorations de la propriété. Une affirmation selon laquelle Jennifer avait en quelque sorte acquis une propriété partielle grâce à ses contributions. Théorie intéressante, ai-je dit. Dites-moi, Madame Caldwell, qu'est-ce que Jennifer a exactement apporté à ce foyer? Elle gère les dépenses du ménage, coordonne l'entretien, supervise les rénovations. Avec l'argent de qui? La question est restée en suspens comme la fumée d'un incendie. Le sourire confiant de Patricia a vacillé d'une fraction. Je ne suis pas sûr de comprendre. Chaque rénovation, chaque amélioration, chaque appel d'entretien a été payé avec mon argent, Madame Caldwell. Jennifer n'a pas contribué un seul dollar à ce foyer depuis 3 ans. Elle a joué à la maison avec le portefeuille de quelqu'un d'autre. Elle a fourni des services, les mêmes services que n'importe quel locataire pourrait fournir, en prenant soin de la propriété dans laquelle il vit, ce qui ne justifie guère des droits de propriété. La façade de Patricia commençait à se fissurer. Elle était venue ici en s'attendant à intimider une vieille veuve solitaire. Au lieu de cela, elle se trouvait face à quelqu'un qui avait passé 3 décennies à traiter avec des personnes bien plus sophistiquées que sa fille. De plus, ai-je continué, ma voix étant aussi agréable qu'un dimanche matin, je suis curieuse de connaître les registres commerciaux de Jennifer. A-t-elle déclaré tous ses revenus à votre attention, Madame Caldwell, lorsque vous faites ses impôts? Et je suppose que vous le faites, étant donné votre souci de ses affaires financières. Incluez-vous les paiements en espèces de ces séances de yoga privées? Jennifer est devenue blanche comme un linge. Patricia avait l'air confuse. Quel paiement en espèces? J'ai souri gentiment. Peut-être devriez-vous interroger votre fille sur son entreprise au noir très prospère. Je suis sûr que l'administration fiscale serait également fascinée de l'apprendre. Patricia s'est tournée vers Jennifer, qui avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. De quoi parle-t-elle? Ce n'est rien, maman. Juste quelques cours particuliers. Quelques cours particuliers qui génèrent environ $2000 par mois de revenus non déclarés, ai-je précisé avec serviabilité. Mais je suis sûr que ce n'était qu'un oubli. Ces choses arrivent. Le silence qui a suivi était magnifique. Mère et fille prises dans leur propre toile de mensonges et de fraude fiscale. Patricia Caldwell, qui était venue ici pour m'intimider, se retrouvait soudainement confrontée à la possibilité que sa fille soit une criminelle. Je pense que cette conversation est terminée, a finalement déclaré Patricia. Je pense que vous avez raison, ai-je acquiescé. 23 jours, Jennifer, n'oubliez pas. La révélation est venue un mardi après-midi, emballée dans le banal paquet d'un SMS mal adressé. Je prenais un café avec ma voisine Hélène lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. Le nom de Jennifer est apparu à l'écran, mais au lieu d'appeler, elle avait envoyé un SMS destiné à quelqu'un d'autre. J'ai hâte de te voir ce soir. Michael travaille encore tard, et la vieille sera endormie à 21h. Nous aurons toute la maison pour nous seuls. Mélo de colonne que j'aime, j'ai. Hélène a regardé par-dessus mon épaule pendant que je le lisais, ses yeux s'écarquillant derrière ses lunettes de lecture. Eh bien, dit-elle d'un ton sec. C'est intéressant. Intéressant était un mot pour cela.
J'en avais d'autres, mais ils n'étaient pas convenables pour une compagnie polie. J'ai fait une capture d'écran du message, puis j'ai envoyé une réponse. Je pense que tu as voulu envoyer ça à quelqu'un d'autre, Jennifer. Tu devrais faire plus attention à ton téléphone. La réponse est arrivée en quelques secondes. Oh, mon Dieu. Dorothy, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu peux rentrer à la maison maintenant. 20 minutes plus tard, Jennifer a fait irruption par ma porte d'entrée, le visage rouge de panique et d'effort. Elle avait clairement couru tout le chemin d'où qu'elle vienne. Dorothy, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu as une liaison. J'ai posé mon téléphone sur la table basse, la capture d'écran brillant toujours à l'écran. La question est de savoir si Michael le sait. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu trompes mon fils dans ma maison pendant qu'il fait des doubles quarts de travail pour payer ton style de vie. Je me suis levé, chaque centimètre de mon mètre 60 et quelques rayonnant de fureur. Depuis combien de temps? Ça n'a pas d'importance. Depuis combien de temps, Jennifer? 8 mois, a-t-elle chuchoté. 8 mois. Pendant que Michael faisait des heures supplémentaires pour payer sa fausse entreprise de yoga. Pendant qu'il s'inquiétait de l'argent et de leur avenir. Pendant qu'il la défendait auprès de moi encore et encore. Qui est-ce? Tu ne le connais pas. Essaie. Le visage de Jennifer s'est effondré. Elle savait qu'elle était prise. Elle savait qu'il n'y avait pas d'issue à celle-là. Il s'appelle Marcus. Marcus Davison. Il est propriétaire d'une entreprise de construction. Le nom ne signifiait rien pour moi à l'époque, mais je l'ai mis de côté pour référence future. D'après mon expérience, les hommes qui trompent avec des femmes mariées ont généralement leurs propres complications. Sa femme est-elle au courant? Le silence de Jennifer était une réponse suffisante. Je vois. Donc, vous ne vous contentez pas de détruire le mariage de mon fils. Vous détruisez aussi celui de quelqu'un d'autre. J'ai pris mon téléphone, les doigts planant au-dessus du clavier. Quel est le nom de sa femme, Jennifer? Dorothy, s'il te plaît. Quel est son nom? Sarah. Sarah Davison. Mais vous ne pouvez pas? Ne peut pas quoi? Ne peut pas lui dire que son mari couche avec une femme mariée dans la maison de quelqu'un d'autre? Ne peut pas l'informer que son mariage est un mensonge? J'ai regardé Jennifer avec tout le dégoût que je ressentais. Vous n'avez aucun droit de me demander quoi que ce soit, Jennifer. Absolument aucun. Si vous le dites à Sarah, cela détruira 2 familles. Vous avez déjà détruit 2 familles. Je ne fais que remettre les pendules à l'heure. J'ai fait une pause, considérant mes options. Mais je vais vous donner un choix. Vous pouvez vous-même dire à Michael cette nuit de votre affaire et mettre fin à cette mascarade de mariage avec une certaine dignité. Ou je peux le dire à lui, ainsi qu'à son beau-père, à votre mère et à Madame Davison. Vous me faites du chantage. Je vous donne l'occasion de faire ce qui est juste pour une fois dans votre misérable vie. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Vous avez jusqu'à demain matin pour décider. Dans tous les cas, Michael découvre la vérité. La seule question est de savoir si cela vient de vous ou de moi. Jennifer est restée figée dans mon salon, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Oh, et Jennifer, faites vos valises ce soir. Affaire ou pas affaire, vous partez toujours dans 20 jours. Cela rend les choses plus faciles pour toutes les personnes impliquées. Après son départ, je me suis assise dans le vieux fauteuil de mon père et je me suis enfin permis de ressentir tout le poids de ce que j'avais découvert. Mon fils, mon doux et confiant fils, était marié à une femme qui volait le gouvernement, mentait sur ses revenus et le trompait dans la maison que j'avais achetée pour leur donner un nouveau départ. Certaines personnes, je l'ai compris, ne méritaient pas de nouveau départ. Certaines personnes méritaient exactement ce qu'elles avaient. Le camion de Michael est entré dans l'allée à 23h30 ce soir-là, plus tôt que d'habitude. Par la fenêtre de ma chambre, je l'ai regardé assis dans la cabine pendant plusieurs minutes avant de finalement en sortir et de marcher vers la porte d'entrée avec les pas lourds d'un homme portant un énorme fardeau. Je m'attendais à cette conversation depuis le départ de Jennifer cet après-midi. La seule question était de savoir si elle avait trouvé le courage de le lui dire elle-même ou si elle avait essayé de présenter une version alternative des événements. Les coups légers à la porte de ma chambre m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Maman, tu es réveillée. Entre, mon chéri.
Michael avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 8 heures. Ses vêtements d'enseignant étaient froissés, ses cheveux en désordre et ses yeux avaient l'expression de choc de quelqu'un dont le monde venait d'imploser. Elle m'a parlé de Marcus, a-t-il dit sans préambule, s'enfonçant dans le fauteuil de lecture à côté de mon lit. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de sa bouche. L'êtes-vous? Parce que Jennifer semble penser que vous avez orchestré toute cette affaire, que vous cherchez des moyens de nous séparer depuis le premier jour. J'ai étudié le visage de mon fils à la lumière de la lampe. Est-ce que tu crois ça? Je ne sais plus quoi croire. Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. 8 mois, maman. Elle me ment depuis 8 mois. Sur l'argent, sur l'entreprise, sur tout. Je sais. Comment le saviez-vous? Pour l'affaire? Je veux dire, depuis combien de temps vous en doutiez? Je lui ai montré la capture d'écran du SMS mal adressé de Jennifer. Il l'a lu 2 fois, sa mâchoire se serrant à chaque mot. Elle l'amenait ici chez nous. Chez vous. Sa voix était plate, sans émotion. Pendant que je faisais des doubles quarts de travail pour essayer d'économiser de l'argent pour notre avenir, elle amenait son petit ami dans la maison que vous nous avez achetée. Oui. Michael est resté silencieux pendant un long moment, regardant l'écran du téléphone. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Quel genre de personne cela fait-il de moi? Que je n'ai jamais rien soupçonné, jamais rien remarqué? Cela fait de vous quelqu'un de confiant. Cela fait de vous un homme bon qui s'attendait à ce que sa femme soit une femme bonne. Je me suis penché et j'ai serré sa main. Michael, ce n'est pas de votre faute. Rien de tout cela. Elle dit qu'elle veut arranger les choses, aller à des séances de conseil, recommencer à zéro quelque part de nouveau. Et que voulez-vous? Je veux récupérer les 3 dernières années de ma vie. Je veux ne pas avoir l'impression d'être le plus grand imbécile qui ait jamais vécu. Il a levé les yeux vers moi avec des yeux qui me rappelaient le petit garçon qui avait l'habitude de se glisser dans mon lit pendant les orages. Je veux comprendre comment j'ai épousé quelqu'un que je ne connais même pas. Les gens nous montrent qui ils veulent que nous voyions, Michael. Jennifer vous a montré quelqu'un qu'elle pensait que vous aimeriez. La question maintenant est de savoir si vous pouvez aimer qui elle est vraiment. Pourriez-vous, si c'était papa? La question a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Non, ai-je dit honnêtement. Je ne pourrais pas. Mais c'est moi, et c'est votre vie. Vous devez faire votre propre choix. Michael a hoché la tête lentement. Il reste 18 jours. 18 jours. Bien, parce que je ne pense pas pouvoir regarder cette maison de la même manière maintenant. La mère de Jennifer est revenue 3 jours plus tard, cette fois avec ses propres renforts. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine Patricia Caldwell sortir de sa BMW, suivie d'un homme en costume coûteux portant une mallette en cuir. Avocat, ai-je murmuré, pas particulièrement surprise. Je m'attendais à cette escalade. La sonnette a sonné à exactement 10 heures. Patricia se tenait sur mon porche avec son compagnon, tous deux portant les expressions sombres de personnes se préparant à la bataille. Madame Patterson, voici Robert Caldwell, mon ex-mari et le père de Jennifer. Il est également avocat. Robert Caldwell était tout ce que Patricia était, soigné, cher et rayonnant, le genre de confiance qui vient du fait de gagner la plupart des combats avant qu'ils ne commencent. Il a regardé ma maison comme un général pourrait inspecter un champ de bataille. Madame Patterson, je pense que nous devons discuter de cette situation comme des adultes raisonnables. Je suis parfaitement raisonnable, monsieur Caldwell. Votre fille, cependant, a commis une fraude fiscale et un adultère dans ma maison. Je ne suis pas sûr de pouvoir être plus raisonnable que de simplement lui demander de partir. Son sourire était tranchant comme du verre brisé. L'adultère n'est pas un motif d'expulsion dans cet État. Et quant aux problèmes fiscaux, ils sont entre Jennifer et l'administration fiscale. Vous avez absolument raison, mais être ma locataire est un motif d'expulsion, et je choisis de ne pas renouveler son bail. Il n'y a pas de bail, Madame Patterson. Votre fils et votre belle-fille vivent ici en tant que membres de la famille, pas en tant que locataires. Ils ont des droits légaux qui vont au-delà des simples relations propriétaire-locataire. Je me suis versé du café, prenant mon temps. 20 ans de relations avec des avocats dans des enquêtes de l'administration fiscale m'avaient appris à ne pas être intimidé par les costumes coûteux et le jargon juridique. Des droits tels que la possession adverse, la plus-value en travail, le partenariat implicite dans la propriété foncière basé sur les contributions et les améliorations.
Il a sorti des documents de sa mallette. Jennifer a investi beaucoup de temps et d'argent dans l'entretien et l'amélioration de cette propriété. Elle a la capacité juridique de revendiquer une propriété partielle. Le bluff était sophistiqué. Je lui accorderai cela. Le genre d'intimidation juridique qui fonctionne sur les personnes qui ne comprennent pas le droit de la propriété. Malheureusement pour Robert Caldwell, j'avais passé 32 ans à travailler avec des avocats qui étaient bien plus intelligents que lui. Théorie intéressante, ai-je dit agréablement. Dites-moi, monsieur Caldwell, combien d'argent Jennifer a-t-elle investi dans les améliorations de la propriété? Des milliers de dollars sur 3 ans. De quelle source? Son entreprise de yoga? Celle qui n'existe que sur le papier? Ou peut-être de ses revenus non déclarés qu'elle cache à l'administration fiscale? Patricia et Robert ont échangé des regards. Je pouvais les voir réaliser que leur fille leur avait donné des informations incomplètes sur sa situation financière. De plus, ai-je continué, la possession adverse nécessite une occupation ouverte, notoire et hostile de la propriété. Jennifer vit ici avec ma permission, payant un loyer et reconnaissant ma propriété depuis 3 ans. Elle n'a aucune revendication légale sur cette propriété. Le sourire confiant de Robert s'est légèrement estompé. L'arrangement de location était informel. Il n'y a pas de documentation. En fait, si. Je suis allé à mon tiroir de bureau et j'ai sorti un dossier rempli de relevés bancaires. 3 ans de chèques libellés à l'ordre de Dorothy Patterson avec loyer et écrit dans la ligne de notes. 12 chèques par an pendant 36 mois. Tous déposés sur mon compte personnel. Le silence qui a suivi était assourdissant. Votre fille a été ma locataire, monsieur Caldwell. Rien de plus, rien de moins, et maintenant elle est expulsée pour un motif valable. Je lui ai remis un avis d'expulsion officiel que j'avais préparé ce matin-là. Il reste 15 jours. Hélène Martinez a frappé à ma porte le lendemain matin avec des informations qui ont tout changé. Dorothy, je dois te dire quelque chose sur ta belle-fille. Le visage d'Hélène était grave, troublé d'une manière que j'avais rarement vue. Entre les jeux invités, sentant que ce qu'elle avait découvert était important. Hier, après le départ de ses avocats, j'ai passé quelques coups de fil. Hélène s'est assise en face de ma table de cuisine, ses mains enroulées autour de sa tasse de café. Ma cousine Rosa travaille au bureau du greffier du comté. Je lui ai demandé de consulter certains documents. Dorothy, Jennifer ne se contente pas de tromper Michael. Elle est mariée à quelqu'un d'autre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Elle a épousé Marcus Davison il y a 6 mois à Vegas. Il y a un certificat de mariage. Mon esprit a parcouru les implications. Mais elle est déjà mariée à Michael. C'est le but. Elle a commis bigamie. Jennifer est légalement mariée à 2 hommes en même temps. Bigamie. Un crime fédéral. Jennifer n'avait pas seulement une liaison. Elle avait commis un crime dans ma maison pendant 6 mois. Michael le sait-il? Je pensais que vous devriez le lui dire. Mais Dorothy, il y a plus. La voix d'Hélène a baissé à un murmure. Rosa a également vérifié les registres fonciers de Marcus Davison. Il transfère des biens au nom de Jennifer. De l'argent, des investissements, même une participation partielle dans son entreprise de construction. La situation devenait claire, et elle était plus laide que je ne l'avais imaginé. Jennifer n'était pas simplement tombée dans une affaire. Elle avait orchestré un stratagème élaboré pour soutirer de l'argent à 2 hommes simultanément, mon fils, qui la soutenait avec son salaire d'enseignant et ma maison, et Marcus Davison, qui transférait apparemment des biens importants à son nom. Elle planifie ça depuis longtemps, ai-je dit à voix haute, les pièces s'emboîtant. Les comptes bancaires séparés, l'entreprise au noir, emménagée chez nous, sans loyer. Elle construit un hideux avec l'argent de Michael et les biens de Marcus. Il y a autre chose. Marcus Davison vaut environ 3 millions de dollars, et il a été très généreux avec sa nouvelle épouse. Hélène a sorti un dossier de documents que Rosa avait imprimé. Transfert de propriété, changement de compte bancaire, partenariats commerciaux, tous datés des 6 derniers mois. Tous transférant des biens de Marcus Davison à Jennifer Caldwell Davison. Qu'est-il arrivé à la première femme de Marcus? Sarah a divorcé il y a 4 mois. Il l'a quittée pour Jennifer, a transféré des biens importants pendant la procédure de divorce et a épousé Jennifer immédiatement après que le divorce soit devenu définitif. Hélène a secoué la tête. Dorothy,
Cette femme est une professionnelle. Elle n'a pas seulement détruit une famille. Elle a tout planifié. J'ai regardé les documents étalés sur ma table de cuisine. Jennifer n'était pas seulement une épouse infidèle ou une fraudeuse fiscale. Elle était une criminelle qui avait commis bigamie, fraude et systématiquement détruit plusieurs familles pour un gain financier. Il reste 12 jours, ai-je dit doucement. Allez-vous le dire à Michael? Je vais le dire à tous ceux qui ont besoin de le savoir. L'enquête qui allait finalement détruire le monde soigneusement construit de Jennifer avait en fait commencé 3 semaines plus tôt, initiée par quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. La détective Rachel Morrison du bureau du shérif du comté m'a appelé jeudi après-midi, mais pas pour la raison à laquelle je m'attendais. Madame Patterson, je crois comprendre que vous pourriez avoir des informations concernant les activités de Jennifer Caldwell. Nous enquêtons actuellement sur des accusations de fraude financière et de bigamie déposées par Sarah Davison. Il s'est avéré que Sarah Davison construisait une affaire contre son ex-mari et Jennifer depuis des mois. Lorsque Marcus l'avait soudainement divorcée et avait transféré des biens importants, elle avait engagé un enquêteur privé qui avait découvert la bigamie presque immédiatement. L'accusation de bigamie est claire, a expliqué la détective Morrison lors de notre rencontre dans mon salon. Jennifer a épousé votre fils en 2021 et a épousé Marcus Davison à Las Vegas il y a 6 mois sans dissoudre son premier mariage. Mais nous examinons également la fraude postale, la fraude électronique et l'évasion fiscale. J'ai fourni tout ce que j'avais documenté, les certificats de mariage qu'Hélène avait trouvés, les preuves de revenus cachés, les transferts de propriété, le calendrier des mensonges de Jennifer. La détective Morrison a écouté attentivement, ajoutant mes preuves à ce qui était clairement déjà une affaire substantielle. Madame Patterson, nous surveillons Jennifer depuis 2 semaines. Nous avons des registres financiers montrant qu'elle mène ce qui équivaut à un stratagème de fraude au mariage. Votre famille n'était pas sa première cible. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Que voulez-vous dire? Nous avons trouvé des preuves que Jennifer a fait des recherches sur plusieurs familles en tant que cible potentielle au cours des 18 derniers mois avant de se concentrer sur votre fils. Des veuves riches avec des enfants célibataires en particulier. Votre famille correspondait à un profil qu'elle visait systématiquement. L'ampleur totale du stratagème de Jennifer était à couper le souffle dans son froid calcul. Elle n'était pas simplement tombée dans le crime. Elle avait prévu de cibler systématiquement des familles comme la mienne pendant plus d'1 an avant même de rencontrer Michael. Nous allons procéder à des arrestations demain, a déclaré la détective Morrison. Jennifer et Marcus sont tous les deux accusés de crimes fédéraux. Les preuves sont accablantes. Ce soir-là, j'ai tout dit à Michael de l'enquête, du ciblage systématique de Jennifer sur notre famille, du fait que toutes leurs relations avaient été une fraude calculée depuis le début. Il a écouté en silence pendant que j'expliquais comment Jennifer avait fait des recherches sur notre famille, planifié leurs rencontres, orchestré leurs relations dans le but ultime d'avoir accès à ma richesse. Quand j'ai fini, il s'est assis tranquillement pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de ce qu'il avait appris. Donc rien n'était réel, a-t-il finalement dit. Pas un seul moment de nos 3 ans de mariage n'était authentique. Je suis désolé, mon chéri. Ne le soyez pas. Cela rend en fait les choses plus faciles. Il a levé les yeux vers moi avec quelque chose qui aurait pu être un soulagement. Pendant des mois, je me suis demandé ce que j'avais mal fait, comment j'avais échoué en tant que mari. Maintenant, je sais que je n'ai pas échoué. J'étais juste la cible d'une criminelle professionnelle. 3 heures plus tard, j'ai regardé par la fenêtre de devant des voitures de police entouraient ma maison. Le visage de Jennifer était inestimable quand ils lui ont mis les menottes, choc, incrédulité et enfin la rage froide de quelqu'un dont le stratagème soigneusement planifié s'était effondré en poussière. Michael est rentré à la maison alors qu'il la chargeait dans la voiture de patrouille. Il s'est tenu dans notre allée en regardant sa femme disparaître dans une voiture de police, son visage un masque d'émotion que je ne pouvais pas commencer à interpréter. Il reste 9 jours, a-t-il dit en entrant. Prends tout le temps dont tu as besoin. La maison sera là quand tu seras prête à comprendre ce qui va se passer ensuite. La vérité finale est apparue lors de l'audience de condamnation de Jennifer, prononcée par la procureure fédérale Amanda Shen dans une salle d'audience remplie des victimes de Jennifer. Votre honneur, l'accusé a exploité un stratagème de fraude au mariage sophistiqué pendant plus de 2 ans, ciblant des femmes veuves et leurs enfants adultes dans 3 États. La famille Patterson était la victime numéro 7. Cette famille. Jennifer avait détruit cette famille avant d'arriver à la mienne.
Michael et moi étions assis dans la galerie à écouter la procureure décrire l'ampleur totale des crimes de Jennifer, fraude financière, bigamie, évasion fiscale, vol d'identité. Les accusations ont duré 20 minutes. L'accusé faisait des recherches sur des familles riches, identifiait les vulnérabilités, puis s'y infiltrait systématiquement par le biais de relations amoureuses avec des membres de la famille. Elle établissait une dépendance financière, obtenait l'accès aux ressources familiales, puis commettait la bigamie avec des cibles plus riches tout en maintenant ses mariages d'origine pour un soutien financier continu. La salle d'audience était silencieuse alors que la procureure expliquait comment Jennifer avait volé plus de 2,3 millions de dollars à ses victimes dans 3 États, comment elle avait épousé 4 hommes différents simultanément à un moment donné, comment elle avait laissé une traînée de famille détruite et de vie brisée dans son sillage. La famille Patterson a eu de la chance, a poursuivi la procureure. Les antécédents de Madame Dorothy Patterson en matière d'enquête financière lui ont permis de reconnaître la fraude avant que l'accusé ne puisse mener à bien son stratagème. D'autres familles n'ont pas eu cette chance. Jennifer était assise à la table des accusés, ses vêtements de marque remplacés par une combinaison orange, ne ressemblant en rien à la femme confiante qui m'avait autrefois qualifiée de perdante dans ma propre salle à manger. Lorsque le juge l'a condamnée à 8 ans de prison fédérale, elle n'a même pas bronché. Marcus Davison a été condamné à 4 ans pour son rôle dans la fraude de transfert d'actifs. Sarah Davison était également dans la salle d'audience, ayant récupéré la plupart de ses biens volés grâce à l'enquête fédérale. Après la condamnation, Sarah s'est approchée de Michael et de moi dans le couloir. « Je voulais vous remercier tous les deux », a-t-elle dit. « Vos preuves ont permis de les condamner, mais plus que cela, cela m'a aidé à comprendre que ce qui est arrivé à ma famille n'était pas personnel. C'était juste des affaires pour Jennifer. »« Comment vas-tu » ai-je demandé. « Mieux. Je me reconstruis, tout comme ton fils. Parfois, quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, la meilleure chose que tu puisses faire est de le croire la première fois. » 3 mois plus tard, Michael a emménagé dans son propre appartement de l'autre côté de la ville. La maison était calme sans lui, mais c'était un calme paisible, le silence d'une tempête enfin passée. Si vous regardez ceci, j'espère que vous vous souviendrez que parfois, les personnes qui nous font le plus de mal sont celles qui nous enseignent les leçons les plus importantes. Jennifer m'a appris que la gentillesse sans limite n'est que de la faiblesse et que protéger les personnes que vous aimez signifie parfois être impitoyable avec celles qui leur feraient du mal. Quant à moi, je suis exactement là où je dois être, dans ma propre maison, vivant ma propre vie, ne répondant à personne d'autre qu'à moi-même. Et cela, il s'avère, vaut plus que tout l'argent du monde. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.